Donc, tous complices. Cher Benoît Marquisio, je reprends du coup, puisque je crois que ça n'a pas enregistré. On est ravis de non pas vous accueillir, mais vous écouter, vous recevoir en quelque sorte dans notre salon vidéo et virtuel pour le Festival Colère du Présent, 20e édition, qui se passe à Arras, mais on le fait à distance. Vous-même, vous êtes en province, mais ailleurs, du côté de la Bourgogne, et moi, je suis venu vous interviewer depuis un hôtel à Paris. C'est le fait de notre condition actuelle, troisième confinement, et le festival a fort à faire à avoir lieu quand même, mais c'est important que les choses existent. Et ce livre existe. Voilà. Il est important aussi de mentionner que ces livres-là existent parce que votre livre que je montre depuis tout à l'heure, Tout ce qu'on puisse, paru début février aux éditions des Arènes, collection Paradoxe. Enfin, je le tourne, mais ça ne change rien. Equinox. Paradoxe, ouais, Equinox, pardon. Ouais, attention. Dans la collection Equinox. Mais le livre est lui-même plein de paradoxes. Hein. S'il s'appelle Tout ce qu'on puisse, c'est pas pour rien. C'est parce que ça n'est pas, contrairement à ce que la couverture pourrait nous laisser croire, un essai sur l'ubérisation de nos modes de consommation et de livraison de nourriture et sur la vie des coursiers à vélo qui peuplent nos rues. Pour autant, il est aussi documenté qu'un essai. L'information sur ce phénomène hyper contemporain peuple le livre et construit son intrigue. Donc, là où je disais que c'est plein de paradoxes, c'est-à-dire que le tous complice, qui est un slogan qui aura une importance dans l'intrigue du livre, est aussi la problématique, à savoir comment ce phénomène-là, de nouveau prolétariat qui se développe, qui va croissant, est intriqué avec plein d'autres phénomènes. Notre consommation des réseaux, notre consommation des applications, notre manière de consommer et de travailler. Le livre est aussi une radiographie de quelques mondes du travail, de plusieurs mondes du travail, et de quelques prolétariats dont j'espère qu'on aura le temps de parler ensemble. Alors, c'est un roman. Qui dit roman dit personnage. Il y a deux personnages majoritairement principaux, les plus présents dans l'intrigue, qui sont Abel, qui est un livreur à vélo, hein, étudiant précaire dont la précarité va aller croissant. Mais évidemment, il entretient aussi des rapports avec sa mère, qui elle-même est une prolétaire. Il y a Igor, avocat idéaliste, qui va défendre des livreurs à vélo, vous allez pouvoir nous le raconter, mais qui va perdre au passage quelques-unes de ses illusions, et qui est une sorte de go-between entre deux mondes très présents dans le livre, celui de l'appli, hein, qui n'est pas nommé, les marques principales ne sont pas nommées, et celui de l'antenne, qui est une émission de télé générique, elle-même pas nommée, mais qui est un show d'information, en gros, qui a lieu tous les soirs et dont le propos est de faire de l'audience et du buzz, du clash, etc. Igor va se retrouver protagoniste de cette émission, et c'est un des nœuds de tension de ce livre-là, la circulation entre effectivement différents lieux, mais aussi différents lieux sociaux, si on peut dire. Autour d'eux, d'autres personnages dont on va parler en cours de route. Ce par quoi j'aimerais commencer, c'est, puisque j'ai évoqué la question documentaire du livre, c'est par le début, si j'ose dire, mais le début d'abord de votre travail. C'est par où vous-même vous avez commencé. Parce que la documentation est hyper importante, hein. On y reviendra, elle est hyper importante dans le livre, il nous donne de la documentation, ça veut dire que vous êtes allé en chercher de l'information vous-même. Et donc, il y a eu, pour aller chercher l'information, il faut un intérêt et il faut une volonté. Est-ce que d'emblée, vous êtes allé enquêter pour en faire ce livre-là, ou est-ce que l'information s'est agrégée pour vous donner envie de peu à peu de faire ce qui est devenu ce livre-là? Déjà, bonjour et merci de me recevoir. En fait, cette idée, elle m'est venue un jour parce que je me suis fait la remarque moi-même. On était dans un monde, ou en tout cas dans une période où la vie privée et sa sanctuarisation étaient ultra importantes parce qu'on était dans un phénomène de leaks, que ce soit, enfin là je ne parle pas
LuxLeaks ou ce genre de choses, mais plutôt il y avait eu des leaks côté Sony, côté plateforme, côté mail privé, et on s'était plutôt indigné, sans doute à raison, de ce genre d'événements. Et paradoxalement, comme vous le disiez vous-même, on était hyper enclin à donner des informations très très intimes, nom, prénom, adresse, parfois même régime alimentaire, parfois même par ce qu'on commande, le nombre de personnes présentes dans le foyer, à des applications pour avoir accès à un service qui n'existait pas il y a encore 5-6 ans, qui était la livraison de repas à domicile. Et pas simplement la livraison de pizza, mais vraiment de tout ce qui est possible de manger dans nos sociétés contemporaines. Et je trouvais le paradoxe intéressant. Et j'avais une image qui a d'ailleurs donné le premier titre du roman, qui ne s'appelait pas comme ça au début. C'était une image de porte entrouverte et d'un livreur qui, à travers comme ça un petit interstice, essaye d'imaginer les vies qui se passent au-delà des portes et dans les appartements. Et donc, je travaillais avec Aurélien Masson sur un autre roman qui aussi supposait de la documentation, mais une documentation très différente. Et on avait fini un premier travail sur ce premier roman. Et je lui ai dit, il m'a dit, est-ce que tu as des idées? À quoi tu penses en ce moment? Et je lui ai raconté ça. Je lui disais, mais en fait, il y a un truc qui m'intrigue, c'est comment on arrive à vivre avec cette schizophrénie-là de vouloir sanctuariser nos vies privées et en même temps de donner accès à autant d'infos de manière presque automatique à des applis qu'on ne connaît pas, qui n'étaient pas là il y a 3 ans. Et il m'a dit, mais ça, c'est hyper intéressant, ça pourrait complètement être dans Equinox, creuse un petit peu, on met l'autre de côté pour l'instant, creuse un petit peu et dis-moi ce que tu trouves. Et j'ai fait une recherche Google, Internet assez classique, j'ai réuni un certain nombre d'articles, et puis lorsque j'ai pitché, on va dire, assez rapidement le squelette de ce qu'était l'intrigue, qui a beaucoup changé évidemment de ce qui s'appelait à l'époque Entrouvert. Aurélien m'a dit go, vas-y, on essaye d'écrire un livre sur ce phénomène parce qu'il y a quelque chose qui me plaît, ça correspond à Equinox, qui se veut une collection très contemporaine. Donc je suis parti comme ça en avril 2019 et j'ai commencé alors enquête, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas j'ai commencé à vraiment rassembler des renseignements, des témoignages, et ça s'est accéléré à l'été 2019 parce qu'il y a eu une grève des livreurs Deliveroo à l'époque qui protestaient contre un changement de tarif. Et je me suis plongé dans le mécanisme de cette entreprise. J'en ai tiré quelques enseignements qui sont dans le livre, mais pas tous, parce que Deliveroo, c'est assez particulier, c'est des shifts. Enfin, on ne peut pas se connecter n'importe quand. Les livreurs ou les coursiers partenaires, comme ils les appellent, choisissent leur emploi du temps, mais ils ont des créneaux imposés, alors qu'une autre entreprise, elle est plutôt, on se connecte et on prend ce qu'il y a au moment où. Et il faisait un changement de tarification qui bouleversait un petit peu les habitudes que certains avaient. Et un certain nombre de livreurs protestaient contre ça. Et donc, je suis allé à la rencontre de certains d'entre eux. Je leur ai demandé qu'ils m'expliquent pourquoi ils manifestaient. Et donc, la conversation a commencé. Et c'était surtout autour on veut rester indépendant, mais en même temps, on estime qu'on a droit à un salaire normal, qu'on n'a pas à faire des kilomètres et des kilomètres en sueur dans Paris. En plus, c'était un été qui n'était pas aussi qui était l'été caniculaire, enfin comme tous les étés maintenant. Et du coup, ils m'expliquaient voilà, qu'eux, ils se retrouvaient un petit peu entre le marteau et l'enclume parce qu'on demandait d'eux de faire des distances de plus en plus longues pour des tarifs de plus en plus maigres. Et notamment la fin d'une tarification minimale qui était d'ailleurs ce qui avait attiré un certain nombre de livreurs Deliveroo à la base. Et certains me disaient, mais moi, il y a encore 2 ans, je pouvais gagner ma vie très facilement avec ce job. Maintenant, je suis obligé d'en prendre 2. Donc, il y avait une dégradation de leurs conditions de travail qui m'intéressait. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des syndicalistes, des représentants de collectifs. J'ai même eu la chance de m'entretenir avec un sénateur qui, lui, se bat contre l'ubérisation. Et j'ai rencontré un avocat qui s'appelle Maître Mention, qui, lui, défend les livreurs et qui, d'ailleurs, est en train de monter
Alors, une class action, je sais que ça ne se dit pas en droit français, mais en tout cas, il a réuni 66 livreurs qui se battent contre Frischti, je crois. Donc, tout ce microcosme a nourri une documentation et une réflexion sur où est-ce que je voulais amener ce qui était le squelette de mon intrigue. C'est comme ça que j'ai commencé ensuite à bosser sur le plan du livre. Alors, le livre, il fonctionne sur le stress. C'est pour ça que ça en fait un bon roman noir aussi, c'est-à-dire qu'on est dedans d'emblée. Double stress, je regardais tout à l'heure les 2 premiers chapitres. Alors, le premier chapitre qui démarre à l'antenne, donc dans cette chaîne de télé, qui est comme une bulle. Alors, on pense à certains décors qu'on a déjà vus, effectivement, où on voit autour du show les gens s'agiter derrière. Donc le spectacle de l'information, et ça commence par il manque un sujet. Ça, c'est la première phrase. C'est vraiment l'incipit du livre. Donc là, on est en manque de ressources. Il faut aller chercher quelque chose. Il y a une idée de quantité. Il faut toujours. Et puis, chapitre 2, là, on débarque chez les coursiers avec Abel. Et la première phrase du chapitre 2, c'est 189 € le tout-terrain, un Rock Rider entrée de gamme, cadre, taille M comme ses t-shirts. M, c'est pour les moyens, 164, 174. C'est extrêmement précis. Donc ça, on revient sur la question de la documentation. Mais c'est aussi un prix. Et ce que fait, me semble-t-il, apparaître, et la question de l'apparition est très importante dans ce livre-là. L'appli, c'est la main invisible, il y a un moment, comme la main invisible du marché. Et ils veulent devenir visibles aussi. Bon, bref, la question du visible, c'est une deuxième question que je garde pour après, mais c'est important. Ce qui apparaît d'emblée, c'est à quel point les prix, eux, sont dérisoires et à quel point tout est fait pour qu'on ne le voit pas. Parce que les conditions de travail de cet Abel sont celles d'un sous-prolétariat, sont assez hallucinantes. C'est-à-dire qu'à un moment, en soufflant, en étant expérimenté, en sprintant, en ayant gagné en musculature, on se rend compte à un moment qu'il gagne à peine 500, je crois, par mois, et que c'est en auto-entreprise, et que donc c'est vraiment 3 fois rien. Enfin, ça ne paye pas un loyer, encore moins à Paris. Donc il y a une disjonction très forte entre ce qu'ils font et ce qu'ils gagnent. Et il me semble que le livre fonctionne là-dessus, encore une fois, fonctionne comme idée première. Il y a quelque chose là, sinon dénoncé, du moins révélé, montré, quelles sont leurs conditions de travail et les conditions tarifaires de ce travail. Et puis, c'est aussi cet appât, parler d'appât du gain, c'est pas ça, c'est cet appât de survie, ce besoin de survie, qui fait fonctionner le livre, qui le fait accélérer. Donc j'aimerais que vous parliez de ça, un peu des prix, et notamment aussi de ce qui est un enjeu à un moment, qui va l'amener à prendre des risques, à avoir des accidents, c'est-à-dire une espèce de perversion du système avec des bonus, qui fait qu'il doit faire un certain nombre de courses en un certain temps, et il constate, en étant expérimenté, que non, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que gagner plus n'est pas possible, ce qui évidemment le désespère. Mais ma première question serait celle-là. Évidemment, elle est recoupée à la documentation. Il a fallu aller à la source, je pense, vraiment vous pencher sur combien ça, pas seulement justement combien ça nous coûte quand nous achetons depuis notre appartement, même si c'est là aussi, mais combien ça leur rapporte à eux. Alors, 2 choses. La première, c'est sur le prix des courses. Il est très fluctuant. Ça peut vraiment aller de moins d'1 € parfois à plusieurs euros, mais ça dépend d'un certain nombre de choses, de la distance, de la demande. Une des revendications qui est demandée par les livreurs aujourd'hui, même si moi je ne me fais pas du tout leur porte-parole parce qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, c'est de comptabiliser le temps d'attente devant le restaurant, ce qui n'est pas comptabilisé aujourd'hui. Donc ça, c'est un enjeu parallèle, mais c'est un enjeu important pour ceux qui les représentent et qui les défendent. Et tout simplement, moi, j'ai demandé à des livreurs combien ils étaient payés, quelles étaient les amplitudes tarifaires. Et après, j'ai moi un peu dramatisé, effectivement, en poussant les curseurs un peu ici et là pour ajouter à ce stress et cette recherche de vitesse qui est inhérente au genre, et c'était quelque chose que moi je voulais faire aussi. Mais il n'est pas difficile sur les réseaux sociaux de trouver des comptes de livreurs qui font des screenshots de leurs tarifs et c'est assez facile de trouver. Enfin, la matière est là, il suffit de se pencher, de savoir où chercher. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont dit appelez un tel ou contactez un tel, mais effectivement,
il y a des choses. Moi, j'ai fait des captures d'écran pendant mes recherches sur Twitter, notamment pendant le tout premier confinement, puisque le livre devait sortir en mai 2020. Donc j'étais vraiment en toute fin d'écriture au tout début du premier confinement. Et ça a nourri un petit peu les derniers éléments qui sont dans la version finale. Et sur les challenges, il faut savoir que tous les SMS de l'appli sont à 98% des SMS véritables. C'est-à-dire que j'ai pu évidemment changer les tarifs ou les hyperliens, mais moi, c'était aussi dans mon enquête, un livreur m'a transféré des SMS que certaines applications de livraison de repas à domicile lui envoyaient pour effectivement devenez parrain, recruter à votre tour auprès de vous pour augmenter la masse de livreurs dans votre ville. Demain est un jour férié, il va y avoir beaucoup de commandes. Tenez-vous prêts. Challenge lancé aujourd'hui entre 11h et 14h pour gagner 9 euros de bonus. Enfin, c'est toujours des sommes assez dérisoires, mais si vous faites plus de livraison entre telle heure et telle heure, moi, il y a des livreurs qui m'ont dit, mais moi, je suis persuadé que ce challenge est impossible parce que entre 11h et 14h, c'est impossible de faire dans la ville où je suis 10 livraisons parce qu'il y a le temps d'attente, parce qu'il n'y a pas forcément la demande qui correspond, parce que j'ai quand même pas envie de griller tous les feux rouges, parce qu'il y a des embouteillages, etc., etc. Donc en fait, indirectement, ou alors si c'est directement, on est au comble du cynisme, mais en tout cas, le système de fonctionnement des différentes applis pousse à ce stress et à cette recherche de vitesse. Parce qu'il peut y avoir des limites de livraison, parce que, ne serait-ce que dans la communication, aujourd'hui, j'ai vu que, je crois que c'est en Angleterre, où le phénomène des dark kitchens, alors j'en parle pas dans le livre, mais ça c'est un truc qui est en train d'exploser avec les confinements, des restaurants sans clients, qui sont dans des banlieues satellites, des grands centres urbains, dans lesquels, en gros, des restaurants font les menus classiques que vous pouvez voir sur vos applis. Et en fait, les livreurs partent Aubervilliers pour aller dans le centre de Paris, typiquement. Il y a des promesses de livraison en 15 minutes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes livreur? Ça veut dire que quand le client n'est pas livré au bout de 20 minutes, il commence à se plaindre. Et puis, il fait un tweet ou il se plaint de manière un petit peu plus véhémente. Donc, il y a tout un tas de choses. Et comme la relation employeur-travail elle est extrêmement brutale et unilatérale, on peut estimer que vous n'avez pas rempli suffisamment de conditions pour obtenir les meilleurs shifts ou ne pas récolter un avertissement, ce genre de choses. Donc, il y a une espèce d'ensemble de communication, de challenges qui sont proposés aux livreurs et simplement de vouloir livrer le plus vite possible pour pouvoir en faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans une soirée ou dans une après-midi, qui fait qu'effectivement, tout ce stress relègue presque au second plan la question de la rémunération. Parce que quand moi je parlais avec des livreurs, ils me disaient mais on le sait que c'est des boulots précaires, on n'est pas non plus dupes. Mais entre boulot précaire ou boulot d'appoint et foutage de gueule, il y a quand même une frontière. Donc il y a des moments où tout ça devient presque intenable, voire franchement intenable. Et c'était ça aussi qui a motivé à certaines mobilisations et des mobilisations qui durent encore aujourd'hui. Il y a des villes comme Nantes, Rennes, où les livreurs ne livrent pas, où les restaurants même soutiennent. Et, c'est cet ensemble de choses qui en plus alimente le thriller. Donc c'était assez naturel que de les inclure et assez important pour moi d'être le plus précis possible, même si voilà, je me réservais aussi tout le confort de la fiction pour pousser les curseurs où j'avais envie de les pousser. La lutte politique autour de ça. Il y a quelque chose d'autre que l'on apprend. Pour ma part, j'ai quasiment appris. J'avais déjà dû en entendre parler, mais de très loin. Et sur quoi le livre nous documente précisément, en même temps qu'en faisant un des ressorts de l'intrigue, c'est l'allocation de compte. Un certain nombre de ces livreurs, évidemment, puisque précaire et la lie des précaires et encore voilà, les invisibles, sont des sans-papiers ou autres, des gens sans téléphone ou sans papier. Et il y a deux personnages féminins qui représentent une réponse à ça, deux interprétations politiques.
Il y a Léna, qui est une ancienne prof, puis ancienne SDF, qui décide d'aider, d'ouvrir des comptes pour des nécessiteux, en somme. Et puis, il y a une autre dont le prénom la m'échappe tout de suite, qui, elle, va dealer des comptes, en faire un business. Et ça, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire de voir qu'à l'intérieur de ça, le business se bricole toujours et une espèce dans une espèce de sauvagerie assez primitif. Derrière ces aspects invisibles de l'appli, il y a des luttes qui peuvent, celle-là symboliquement, peut avoir deux interprétations. Une lutte d'émancipation ou une lutte de capitaliste et assez sauvage. Ouais, complètement. Après, ça a été motivé par les persos. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment qu'il y ait ce personnage d'ancienne prof, Léna, qui, elle, a chevillé au corps l'envie d'aider, d'être utile d'apporter des solutions à une population. Alors avant, c'était ses élèves, maintenant, c'est effectivement les locataires de compte sans abri, sans papier, sans techno. Et elle se met en tête de les aider. Et un jour, on lui dit, bah, peut-être qu'on peut les aider encore plus. On ne peut pas, parce qu'elle, au début, elle répare les vélos et contre des capsules de café usagées ou des morceaux de chicken nuggets pour survivre aussi. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui lui met la puce à l'oreille et qui lui dit, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de faire des faux comptes? C'est-à-dire de voler des cartes d'identité, des cartes de sécu pour créer des auto-entreprises et donner des faux comptes en usurpant des identités à nos livreurs pour qu'ils ne soient plus soumis à ce diktat effectivement de la location, qui est un phénomène qui ravage qui est terrible, quoi. Et de l'autre côté, il y a effectivement Jane, donc c'est son nom dans le livre, qui elle, a vu le métier évoluer parce qu'elle a été livreuse pour, l'appli. Elle a arrêté, elle a voulu lancer son resto, ça n'a pas fonctionné, donc elle est revenue livreuse, mais avec une intention différente et une frustration, c'est-à-dire qu'en fait, son entreprise n'a pas marché. Et comme elle se définit comme entrepreneuse dans l'âme, en tout cas c'est comme ça que le personnel de l'appli l'a défini, euh, sans trop spoiler, euh, eh ben, elle se dit il y a un coup à faire, quoi. Il y a un coup à faire. Pourquoi pas c'est une vision très entrepreneuriale du truc, c'est-à-dire qu'il y a toujours un marché quelque part. Ça, c'est très nouvelle économie, etc., etc. Là où il y a un problème, il y a un marché. Le jeu de l'offre et la demande va trouver une solution, la main invisible. Et en plus, là, il y a cette notion d'armée de réserve qu'il a, pour ne pas faire du marxiste de pacotille, mais qui est ça, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui bossera pour moins, donc il y aura toujours une main-d'œuvre disponible que un entrepreneur malin et cynique pourra exploiter pour effectivement monter un business un peu plus tentaculaire et se faire du blé comme ça, quoi. En déléguant l'effort, enfin, c'est classique, hein, on délègue l'effort et l'effort physique à une armée de réserve qui, elle, va bosser pour un pourcentage de plus en plus fin, puisqu'il y a une concurrence entre les livreurs qui veulent louer ces comptes. Et c'est comme ça que cette intrigue-là se meut, quoi. Et le phénomène des livreurs, enfin des locataires de comptes, ça, c'est un livreur bordelais qui me l'a révélé et qui m'a dit qu'effectivement, il y avait des groupes Facebook qui se montaient où il y a des mecs, et je dis des mecs parce il y a énormément d'hommes, enfin, il y a une écrasante majorité de livreurs hommes. Il n'y a pas d'études là-dessus, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu récolter comme information auprès de certains collectifs et syndicats, c'est que c'est quand même une écrasante majorité des hommes, des jeunes hommes, qui font ce boulot. Et ces gens qui se retrouvent sans compte parce qu'ils ont eu des strikes. Alors ça, c'est les avertissements et on vous déconnecte au bout d'un certain nombre de strikes. Parce qu'ils n'ont pas de papier, parce qu'ils sont mineurs, se retrouvent autour de groupes Facebook et ceux qui ont un compte officiel proposent leur login parce que pour se connecter sur Deliveroo ou Uber Eats ou l'appli dans le roman, il suffit d'avoir un login, mail, mot de passe pour pouvoir livrer. Donc moi, vous êtes un locataire, moi je suis un propriétaire de compte et d'une auto-entreprise. Vous me dites j'ai besoin de tes codes, je te dis ok, quelle part tu prends si jamais je te file mes codes et que tu livres en mon nom, moitié-moitié.
Je dis, attends, bouge pas, quelqu'un me propose 40%. Donc, en fait, il y a un jeu de l'offre et de la demande qui s'installe et c'est le moins gourmand qui remporte la timbale. Et ça, aujourd'hui encore, il y a des groupes Facebook de livreurs qui s'échangent comme ça des logins pour pouvoir bosser, quoi. Pour pouvoir bosser parce qu'ils n'ont pas ni ou le droit ou la possibilité de le faire. Et ça donne des sortes d'ouvriers à la journée, à l'ancienne, comme dans l'histoire Ouais, des ouvriers à la tâche. Ouais. du monde ouvrier, c'est-à-dire qu'attendent. Et on a plusieurs scènes comme ça. Cette attente devant les restaurants. Et là, j'aimerais que vous nous parliez des scooters. C'est aussi un des enjeux du livre. Il y a une lutte à l'intérieur des coursiers entre les cyclistes et les scooters qui démarre. Et l'appli la résout à un moment. Hein. À un moment, l'appli la résout. Sa main invisible décide de procéder autrement parce qu'au départ, l'appli fait ses choix en fonction du mouvement. Je n'en dis pas plus, j'aimerais que vous nous expliquiez ça, l'irruption des scooters, ce que ça change, et puis comment l'appli s'adapte toujours elle-même à ça, c'est-à-dire prend des décisions en fonction de cette nouvelle manière de livrer finalement. Alors ça, l'évolution et la mutation de l'appli, ça c'est quelque chose que j'ai pas recherché là. Je me suis dit ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'invente entre guillemets, mais après l'idée derrière, c'est qu'effectivement l'intelligence artificielle entre guillemets peut toujours s'adapter aux nouvelles situations. En fait, le phénomène des scooters, moi, c'était intéressant pour moi de l'évoquer, pas forcément pour ce que ça fait qu'au livreur, mais aussi pour le personnage de Lena. C'est-à-dire qu'en fait, Lena, elle sait réparer des vélos, mais elle ne sait pas réparer des scooters. Donc en fait, cette mutation-là, elle a des conséquences énormes sur tous les personnages. Elle arrive, et l'arrivée des scooters correspond à une politique de l'appli qui dit bah, aujourd'hui, si vous habitez à telle limite de la ville, le scooter vous permet d'être livré par un restaurant qui, lui, était à une distance beaucoup trop longue pour qu'un vélo l'avale, quoi, entre guillemets. Et donc, le scooter est arrivé et le scooter solutionne le problème de la distance puisque en un coup de gaz, on avale les distances beaucoup plus rapidement. Donc, on est plus compétitif en tant que livreur. On peut faire plus de livraisons. Alors, ça coûte plus cher parce qu'il y a l'essence, l'assurance, etc., etc. Mais on fait moins d'efforts, c'est moins dangereux parce qu'on va plus vite et ça correspond à la mutation de l'appli qui fait qu'aujourd'hui, au début, on pouvait se faire livrer que dans certains arrondissements, enfin je parle pour le cas de Paris, quand on habitait à un point donné, aujourd'hui on a accès à des restaurants qui sont même en proche, voire moyenne banlieue. Et ça a été permis par le phénomène des scooters qui ont aboli les distances, entre guillemets. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça veut dire qu'une appli qui avant essayait de trouver des portes de sortie quand il y a des chauffeurs à agglutiner devant un point précis, un point chaud, comme à Paris, à la place de la République, où il y a tous les fast-foods présents en France qui sont là, donc les livreurs se regroupent en attendant des commandes pour rentrer. Bah, l'appli essaye de discerner les meilleurs éléments et de les isoler. Donc, quand il n'y avait que des vélos qui s'agglutinaient devant les fast-foods, elle cherchait celui qui continuait de pédaler autour parce que l'œil de l'appli le repérait plus facilement et lui donnait les courses. Avec le scooter, le phénomène est inversé puisque le scooter, il ne peut pas tourner autour d'un resto parce qu'il dépense de l'essence. Donc, il va naturellement s'immobiliser. Donc, l'application s'adapte à cette nouvelle manière de livrer et va prendre au hasard parmi ceux qui sont postés devant. Et pour s'assurer que cette sélection se fasse, les livreurs à scooter vont faire ça c'est pour le coup c'est de la pure fiction, vont faire une opération coup de poing contre les vélos pour justement que l'appli se rende compte que le mouvement est terminé, que maintenant c'est que des points fixes et que c'est parmi eux qu'elle devra choisir. Ça, c'est le côté un peu dystopique du livre. Ça, je ne sais pas si ça existe vraiment, pour être honnête. Ouais, il y a une montée vers ça, mais j'aimerais qu'on en parle en dernière partie pour ne Ah pas ouais, bien sûr. spoiler aussi, pour en parler sans dévoiler l'intrigue. Mais effectivement, il est basé sur une intrigue et c'est assez fascinant à plusieurs endroits. Mais quelqu'un dont on n'a pas encore parlé beaucoup, c'est Igor. Et on parlait des voies politiques, des tentatives de solidarité, des tentatives d'émancipation et de lutte sociale.
Igor, c'est ce qu'il prend en charge, mais ça ne se passe pas comme il prévoit d'emblée. Il se fait d'abord casser la gueule. Et ce dialogue-là, j'aimerais que vous nous en parliez, hein, c'est-à-dire c'est vraiment face à un indépendant qui lui dit des choses assez vives sur pourquoi il ne peut pas être aidé, en tout cas par un avocat et par la légalité. Mais dans un deuxième temps, enfin, voire presque immédiatement finalement, c'est le fait de s'être fait casser la gueule en défendant ces livreurs qui va petit à petit le faire advenir à une forme de notoriété qui ensuite lui permettra d'aider sa cause. Donc, j'aimerais que vous nous présentiez ce personnage, son idéal et puis ces circonstances-là. Igor, c'est un jeune avocat qui décide de se faire tout seul et de jouer selon ses propres règles. Donc, il refuse les compromis que parfois on peut rencontrer, comme dans tout milieu professionnel. Et lui, il se dit, il vient d'une culture très militante, de gauche, ancrée, assumée. Son frère, son père étaient des syndicalistes, des militants. Il a grandi, je crois qu'il y a une phrase dans le livre, c'est il a grandi à l'ombre des pneus qui fument. Et lui, il est ça, c'est son logiciel, c'est la manière dont il fonctionne, et il veut utiliser le droit et la légalité et la justice pour donner à ses locataires de compte, qui est un phénomène qu'il découvre au début du livre, des droits, une justice, et en tout cas les défendre pour qu'ils arrivent à un statut. Mais pour cela, il faut aller convaincre de potentiels clients, parce qu'il est avocat. Et naïvement, il va à la rencontre de certains d'entre eux en se disant, je vais arriver, il y a un petit côté un petit peu, je vais arriver et je vais apporter une solution. Mais comme dans tout milieu, aussi précaire soit-il, il y a des complexités et des contradictions. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ne voudront pas être défendus. Il y en a d'autres qui voudront être défendus, mais qui savent que si ils se syndicalisent ou quoi que ce soit, peut-être que l'appli leur donnera pas de course ou qui seront sur une liste noire. Et en fait, il est confronté à ça. Et il est confronté à un personnage un peu véhément, effectivement, dans le livre, qui, euh, qui reprend un petit peu une phrase malheureuse qu'avait eu un candidat de la présidentielle et qui avait dit moi, je préfère que les jeunes de banlieue soient derrière un volant pour Uber plutôt que de dealer de la drogue. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et le fait est que moi, ce qui m'intéressait dans ce personnage qu'on voit que dans cette scène, c'était qu'il cristallise un petit peu comment un discours aux alentours et aux contours. Oui, il vaut mieux ne pas être dans l'illégalité et dans l'absolu, évidemment. Enfin, ouais, merci. Mais comment, en fait, si on le pousse et on le tire, on arrive à un discours où finalement Uber ne rejette pas mon CV si je m'appelle un tel ou un tel, ne fait pas attention si j'ai telle couleur de peau, ce qui est un vrai biais politique par lequel un certain nombre d'applis et de startups, alors parfois de manière vertueuse, le CV anonyme, ce genre de choses, ça peut marcher et c'est bien fait. Mais après, il y a l'appli dans le livre le fait de manière extrêmement cynique parce qu'ils se disent nous, venez à nous. Nous, on ne fait pas de distinguo. On n'est pas comme les vieilles entreprises de l'ancien monde. On est hyper tolérant. En revanche, on va vous payer au lance-pierre, quoi. Et c'est vrai que ce discours, et c'est quelque chose qu'on retrouve à la fin du livre aussi, et ce discours, j'aimais beaucoup l'idée aussi et surtout de personnages qui avaient fait leur un discours d'entreprise ou un discours officiel. C'est-à-dire que c'est comme quand vous discutez autour d'un verre dans un bar et que quelqu'un lance un truisme parce qu'il l'a lu dans la presse ou parce qu'il a lu un titre dans un tweet. Et quand vous poussez un peu, vous voyez très bien que la réflexion s'est arrêtée à ces quelques lignes ou ces quelques caractères. Et c'était ça qui m'intéressait. Et je voulais confronter Igor, qui est très idéaliste, à une brutalité de terrain qui en fait lui montre que ça ne va pas être si facile. Être chevalier blanc dans un monde qui est gris, c'est pas facile non plus. Et surtout, pousser le curseur jusqu'au bout pour ensuite déclencher ce phénomène parallèle, enfin, en tout cas, lui faire se rendre compte que s'il a envie de porter ce dossier-là et de le porter de manière très vocale, il va devoir passer par un stade auquel il n'avait pas forcément pensé, c'est celui du buzz et du clash. C'est celui de la lumière. Et même s'il est très conscient que pour réussir, il en aura besoin, c'était peut-être pas la lumière
enfin la source en tout cas de lumière que lui voulait, quoi. Ah, je vous entends pas. Il faut que je le remette. Il y a toujours du marteau à côté de moi dans l'hôtel, pardon. Ah, On rentre ouais, dans les zones à la fin du livre, donc on va jouer sur la zone grise à ne pas tout révéler sur la montée en tension. non. Mais on peut parler de l'antenne, justement, hein, puisque c'est l'endroit vers lequel ça va converger, la crise rigore. Mais l'antenne, elle est aussi décrite comme en contrepoint de par son précariat aussi. C'est-à-dire que ce monde-là, aussi lumineux et dans la lumière soit-il, est évidemment pas soumis aux mêmes conditions de survie extrêmes que celui des coursiers. Pour autant, il y a un jeu social qui est assez pervers, c'est-à-dire qu'il y a une des personnages qui va avoir une grande importance, le go-between aussi, qui s'appelle Yas, qui souhaite réussir dans ce milieu qui brille en plus, donc qui semble promettre, qui est bonne et qui est performante, mais elle empile même pas les CDD d'ailleurs, enfin, c'est-à-dire qu'elle empile les contrats, les piges en fait, et les sous-vacations. C'est intéressant qu'il soit décrit en contrepoint, me semble-t-il, ce milieu-là aussi, que par ailleurs, vous connaissez un peu professionnellement, peut-être pas à ces endroits-là, hein, pas dans le monde de l'info, je ne sais pas plus précisément que ça, mais ce contrepoint-là dans la construction me semble intéressant aussi. C'est-à-dire que le lieu de la lumière, hein, de la révélation, du succès, de la gloire auquel on veut accéder est également assez gris. Oui, en effet. Enfin, moi, ce qui m'intéressait je suis parti d'un point de vue. Je voulais avoir un contrepoids effectivement média. Je trouvais ça intéressant d'intégrer cette donnée dans le livre. Et, euh, et je trouvais ça aussi intéressant il y avait il y a un double point de vue, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un journalisme, euh, ou en tout cas un relais d'infos plutôt, qui est comment dirais-je, à la recherche du buzz, à la recherche de l'info, à la recherche du marqueur, et un autre qu'on ne voit pas, enfin, ce qui amène des animosités d'une certaine partie, parfois de l'opinion publique, en disant que les journalistes sont surpayés, les médias ont une mauvaise presse, etc., etc. Mais en même temps, il y a une réalité qui est celle des jeunes pigistes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ceux qui font un petit peu tourner la machine, qui ont eux aussi des conditions très précaires et qui doivent accumuler les piges pour avoir un salaire en fin de mois suffisamment décent. Et ça, c'est pas des choses que j'ai vécues, c'est des choses que j'ai vues, qui une fois de plus aussi, je me suis renseigné. Et ça donne effectivement une compétition extrêmement violente entre les pigistes. Et effectivement, quand il y en a un ou une qui arrive à émerger, c'est au prix d'une confrontation parfois frontale avec soit une hiérarchie, soit des collègues. C'est parce que alors le personnage de Yas, celui dont on parle, n'est pas forcément développé de ce point de vue-là, mais c'est parce que il faut aussi mettre les mains dans le cambouis et peut-être parfois relayer des infos ou des événements d'un point de vue auquel on ne croit pas forcément, mais ça fait aussi partie du deal de son contrat de travail que de faire ça. Donc elle se retrouve effectivement dans cette espèce de double moment où elle se dit bon moi j'ai besoin d'un petit peu de sécurité, il faut absolument que je décroche un contrat un petit peu plus permanent. Et ça, elle le fait au prix d'une mise en lumière d'Igor qui n'est pas forcément la meilleure et pour lui et pour elle. Et alors, la visibilité, on en parlait, et l'invisible, ça me semble être quelque chose qui est au cœur. Sans tout dire, la colère monte. La colère monte chez Abel, une sorte de rage sourde. Il va en faire quelque chose. Le premier geste pour en faire quelque chose, c'est d'outrepasser les normes du contrat et d'entrer chez le client. Et sa phrase, c'est juste eh ben, je voulais voir. Je trouvais ça hyper intéressant symboliquement. Et ça va déclencher plein d'autres choses. Hein. Ça va déclencher autour de lui une forme de rébellion des invisibles aussi.
parce que les invisibles, il ne voulait pas les voir au départ. Lui-même était, si j'ose dire, ce qui se passe à peine un an, mais il était encore jeune, vif, croyant dans les vertus de l'appli. Il traçait sur son vélo pour ne pas voir les invisibles derrière et les grilles, en fait, ceux qui sont en dessous. Il y a cette question de l'accession à la visibilité, de rendre visibles les choses, de les voir, qui me semble vraiment au cœur en fait de l'intrigue. Encore une fois, sans tout révéler, à la résolution politique, parce que de toute façon, plus le livre reste assez ouvert, en tout cas ne tranche pas. Mais évidemment, la violence est là et elle est invisibilisée aussi. La violence qui va éclater, c'est surtout qu'elle devient visible finalement. Complètement. C'était une des premières idées, en fait. C'était une des premières idées du livre. Quand j'en ai parlé pour la toute première fois avec Aurélien, mon éditeur, c'était moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe le jour où on le voit? Et effectivement, qu'est-ce qui se passe quand l'espèce de cordon de sécurité qu'on met autour de nos bulles privées éclate et en fait révèle ce que ça implique de se faire livrer, d'avoir accès à une information, d'avoir accès à tout un tas de choses. En fait, qu'est-ce qui fait que quand on voit les gens qui bossent pour rendre indolore, incolore et invisible des choses qui nous semblent aujourd'hui comme acquises, pardon. Mais là, enfin, je peux pas dire mieux parce que c'est complètement, c'est presque l'idée moteur du livre et l'idée moteur qui m'a d'abord donné envie d'essayer d'explorer ce monde-là et en tout cas d'essayer d'en faire un thriller. C'était qu'est-ce qui se passe le jour où et pas Et dire. on ne dira pas ce qui se passe le jour où. C'est toute la question de comment finir cette interview-là, parce qu'en même temps, c'est très intéressant dans ce que ça dit aussi. Et j'avais une dernière remarque, une forme de question, parce qu'on arrive au terme de notre temps. J'ai évidemment vous laisser conclure après et finir sur la note que vous avez envie de développer, mais il m'est venu aussi dans la colère qui monte, la rage, on se demande quelle va être l'issue, hein, comme de pas mal de questions très contemporaines, c'est bien sécuritaire que sanitaire, que sociale. Donc là, il y a une énergie du désespoir qui se met en forme. Ok, on l'a évoqué, on n'en dira pas plus. La noirceur de cette affaire. Il y a quelque chose dans cette noirceur-là, une forme d'espoir qui est assez intéressante, qui est que Abel perd des illusions, hein, en pédalant et en perdant sa condition d'étudiant. Par contre, au départ, en gagnant simplement des muscles, il parvient à pédaler plus vite et finalement à penser. C'est explicitement dit à un moment. Maintenant, il peut un peu penser. Il peut un peu penser, hein, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il acquiert des connaissances horizontalement. J'entends par là, il acquiert des connaissances toponymiques, topographiques. Il note des choses parce qu'il ne fait pas confiance en l'appli, son matériel est défaillant. Il note des choses sur un petit carnet. Et là, il y a une espèce d'arpentage du terrain qui va avoir évidemment un sens qu'on ne dira pas dans l'intrigue, ça va avoir un rôle clé. Mais il y a aussi, si on décide de le voir comme ça, pour finir avec le sourire, une note presque d'espoir à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il est possible, il serait possible, même dans cet état de servitude, de souffrance, de pressurisation dans lesquels ils sont, d'obtenir quand même quelque chose par l'apprentissage et par un apprentissage horizontal. Je cite juste un tout petit exemple, c'est d'après les recherches qu'il a pu faire en consultant la presse gratuite destinée aux urbains et branchée disponible sur les comptoirs. Le 10e et le 11e sont de meilleurs. Et ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, il se documente pense dans les poubelles, mais quasiment, hein, en chopant les trucs, en passant sur le comptoir. Donc, c'est pour ça que je parle d'horizontal. C'est-à-dire qu'il est possible, quand même, pour lui, d'acquérir un savoir qui va lui servir. Je vais pas dire, voilà, on ne va pas dire à faire quoi, mais là, il m'a semblé que c'était essayer de... En tout cas, moi, en tant que lecteur, ça me donnait une lueur d'espoir. Il y a des possibilités d'éveil de conscience là-dedans quand même.
Oui, et puis moi, ce que j'aime bien dans le passage enfin, ce que j'aime bien, ce qui, en tout cas, j'ai essayé de faire dans ce passage-là, c'est comment l'analogique, en fait, elle existe toujours. C'est-à-dire que on lui sert tout cru, adresse, digicode, livraison, plat, machin, etc., les codes, les machins, les trucs. Et en fait, lui, il arrive à performer. Alors, au début, c'est une logique de performance parce que il reste à l'affût des signes du vivant, quoi. Enfin, en tout cas, des signes réels et palpables. Et ça, c'est complètement quelque chose qui me motivait, qui m'amusait à écrire. Alors certes, même s'il y a une utilisation pour l'intrigue plus tard, moi j'aimais bien cette idée que ce mec même le personnage de Lena est un peu comme ça aussi. C'est que vraiment le côté le plus mécanique et analogique leur permet de créer leur havre de paix, ou en tout cas de contrer d'une manière ou d'une autre l'omnipotence de l'ère de l'information et de l'ère de la connaissance liquide, en fait. Moi, j'aime beaucoup ça, en tout cas comme opposition. Et c'est vrai qu'au début, la description de Paris, alors c'est assez, enfin, si je peux un peu m'étendre là-dessus. En fait, au début, ça se passait dans une ville fictive. Le livre se passait dans une ville fictive où il y avait 7 quartiers, 14 boulevards et quelques rues comme ça. Et en fait, l'idée, c'était au fur et à mesure des chapitres, de voir la carte, enfin, avec des dessins, voir la carte augmenter à travers l'expérience d'Abel. Et comme ça, nous, on voyait un petit peu cette carte se remplir jusqu'à la fin, enfin, même sans dévoiler quoi que ce soit. Lui, il a une telle connaissance de la ville à la fin et de Paris qu'il connaît même des cartes, des endroits non cartographiés qu'il peut emprunter pour aller plus vite, que ce soit des contre-allées, des parkings, ce genre de choses, des arrières de restaurants, des cours d'immeubles. En fait, il a une telle connaissance de la ville qu'il peut en faire ce qu'il veut. Et Aurélien m'a dit non mais c'est trop compliqué parce que partons d'une ville connue parce que ce sera toujours plus facile de vérifier euh, en palpable par les endroits où il passe que si on est sur une ville inconnue, il y a encore un deuxième degré pour rentrer dans le livre et là c'est trop. Et il avait raison. Mais j'ai gardé cette idée que voilà au début il décrit les deux boucles qui forment l'escargot parisien, c'est-à-dire le premier cercle, enfin les premiers boulevards, puis les deuxièmes boulevards. Et après, donc il apprend ces deux cercles concentriques, puis il apprend les rues qui les relient, puis dans les rues qui les relient, il apprend les rues qui sont en sens interdit, les sens interdits qu'il pourra prendre lorsqu'il sera suffisamment à l'aise et qu'il pourra se passer de Google Maps, en gros. Et ça, j'aimais beaucoup cet aspect. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'intégrer au livre parce qu'effectivement, il y a toujours un petit peu de. Bah, ça amène une contradiction que je trouvais assez croustillante. C'est comment, en fait, dans le terme de micro ou d'auto-entreprise, où on glorifie l'individuel, en fait, il y a juste une uniformisation de l'accès à l'information et de l'accès aux itinéraires, parce que quand vous tapez un trajet dans Google Maps, et moi je le fais très régulièrement, hein, je ne vais pas vous jouer la carte de l'ermite, enfin, c'est débile, mais il y a deux, trois trajets proposés. Bah, lui, moi j'aimais bien qu'en fait, sous couvert de rentrer dans une économie où l'individu est libre de ses horaires, de son emploi du temps, il est quand même contraint à un certain nombre de choix et de modus operandi. Mais lui, il va un peu plus loin et il impose sa propre manière de pédaler, sa propre manière de circuler. Et quand on lui donne un point A à un point B, il a le loisir d'aller par où il veut. Il a le loisir d'aller par où il veut, pas forcément par un trajet prédéterminé, mais par la manière dont lui estime qu'il est plus facile d'atteindre un point A à un point B. Et il y a un peu de ça aussi et avec le personnage de Lena qui, elle, répare les vélos de manière analogique. Alors, elle a un destin un peu moins souriant, si j'ose dire. Euh, mais, euh, mais ouais, cette idée que dans un monde où l'information est ultra liquide, qu'à un moment donné, il faut qu'on se confronte quand même au solide et à la connaissance pure et horizontale, comme vous dites, que ce soit chez Igor aussi, qui va à la rencontre de ses locataires. Moi, je trouvais ça intéressant. Alors que Yas fait le chemin inverse. Elle est complètement dans l'information liquide au début et à la fin.
Merci Benoît. Bah, de rien, merci à vous. On a parlé presque 3 quarts d'heure. Je vais arrêter l'enregistrement et vous remercier encore et montrer le livre. Il ne faut pas oublier de faire ça dans les Zooms. On n'est pas en vrai. Donc, ça s'appelle Tous Complexes aux éditions des Arènes. C'est remarquable et très intéressant. On arrête de parler alors que j'en aurai encore certainement des questions à vous poser. Mais voilà, je rappelle le livre et d'abord d'aller le lire. Merci beaucoup de vos réponses. Et puis, c'était bien. J'espère que le Zoom le rendra à la bande passante. Le fait que ça vous ait amené à parler avec vos mains, qu'on soit quand même dans quelque chose de vivant pour le coup. Euh, Merci à vous. Je coupe l'enregistrement et je rappelle que c'est diffusé ce week-end du 1er et 2 mai pour le festival Colère du présent 20e édition. Merci Benoît, au revoir.